Laurier-la-Palme est né en 1937 à Hansonville, un petit village du Grand Nord de l'Ontario. C'est son père qui lui transmet, dès un jeune âge, sa passion pour la langue française. Le pergélisol pour permafrost et exprimer le jus d'une orange ne sont que des exemples de leçons qui sont restées avec lui toute sa vie et qui ont guidé son propre enseignement. Qui ne se souvient pas des exercices de stylistique pour repérer les anglicismes et trouver le mot juste? Ou encore du dictionnaire des co-occurrences pour enrichir son vocabulaire et éliminer les verbes ternes? Les feux, c'est toujours les feux même aujourd'hui, on appelle plus ça des feux, là. On appelle les pompiers pour ça. Mais ici, les feux, c'est autre chose. Hein? C'est vraiment là, ça pour qu'on brûle à l'égard de quelqu'un qu'on aime. La langue est un héritage. Il faut lui demeurer fidèle. C'est à l'âge d'11 ans et demi que Laurier quitte son village natal, en train, seul, pour se diriger à 300 000 de chez lui, à Sudbury, où il entreprend 8 années d'études classiques, dont 5 en latin et 2 en grec, au Collège Sacré-Cœur. Il n'était pas rare d'entendre ses collègues de classe demander à ce fervent pour le latin « Psst, Laurier, c'est quoi la règle? » Et même à l'occasion « Psst, c'est quoi le numéro de la règle? » Encore une fois, cette maîtrise du latin a su transparaître dans son enseignement. La langue, c'est une question de musique. Chacune a ses accents. De là, l'importance de sa phonétique. Au collège, Laurier est aussi reconnu pour son excellence sportive et artistique. En 1955, il remporte la course de 100 verges en 10,1 secondes, record qu'il détient encore aujourd'hui. D'ailleurs, cet exploit fait de lui un excellent entraîneur d'athlétisme dans son premier poste d'enseignant à l'école secondaire de Windsor en 1959. En tant qu'étudiant, Laurier fait partie de nombreuses mises en scène et incarne plusieurs personnages puisqu'à tous les ans, pendant 8 ans, il présente 4 pièces de théâtre, 2 à l'automne et 2 au printemps. En plus de comédien, il a aussi la tâche de faire son propre maquillage. Cet amour de la scène devient un élément clé de son enseignement. Il enseigne comme s'il était sur scène. Je ne puis pas me repentir du tout de ce que je fais pour vous. Je m'y sens entraîné par une trop douce puissance. Pendant 35 ans, Laurier incarne la langue devant plus de 7000 élèves. Harpagon, Toinette, Valère, Cyrano sont des personnages qui resteront à jamais gravés dans la mémoire de ses élèves. Désireux d'élever sa famille dans une communauté francophone, Laurier, accompagné de son épouse Laureen, vient s'établir à Hawkesbury en 1962, alors qu'il décroche un poste d'enseignement à l'ESRH. Au cours des 32 prochaines années, on l'associe au français et aux veillées folkloriques organisées dans le temps de Noël. Violon à la main, accompagné de l'accordéoniste Philippe Bruneau, Laurier en fait danser plus d'un, et pas seulement au gymnase de l'école. Ses élèves se rappelleront sans doute avoir dansé en classe alors qu'il était sur son pupitre en train de jouer une gigue au violon. Dans sa longue carrière à l'ESRH, cet enseignant remarquable a semé sa passion du français à bon nombre d'élèves. Grâce à lui, certains, dont sa fille Louise, ont choisi la même vocation. D'autres sont même devenus, quelques années plus tard, ses collègues de travail. Tous auront été marqués par
par son amour de la langue. Lors de ses 32 années à l'ESRH, Laurier-Lapalme a su bâtir la capacité, ce qui fait de lui un grand bâtisseur. Il a pris sa retraite en 1994, mais son amour pour la langue de Molière est tout aussi présent. Il participe annuellement à plusieurs concours de dictée, représentant fièrement la province au plan national et même international. Il remporte 6 fois la dictée lavalloise, dictée à caractère international car elle est donnée simultanément à Laval au Québec et à Laval en France. La 7e fois qu'il veut y participer, on l'invite plutôt à composer la dictée, façon polie de lui dire de donner la chance aux autres. À ces titres prestigieux s'ajoute finaliste mondial à 2 reprises à la dictée des Amériques. Dans ses temps libres, cet autodidacte étudie le russe, le croate, le portugais, l'espagnol. Il fait des bœufs d'1 heure et il passe du bon temps en famille avec ses filles Lucie et Louise et son petit-fils Alexis. Kodiak un jour, Kodiak toujours. En 1972-73, une autre de votre classe vous remet un trophée octroyé au plus meilleur prof. Aujourd'hui, nous sommes ici rassemblés pour reconnaître encore une fois, 43 ans plus tard, l'impact significatif que vous avez eu sur vos élèves, les membres du personnel, bref, la communauté entière de Hawkesbury. Merci et toutes nos félicitations. À monter sur l'estrade avec M. Lapalme afin de lui remettre un cadeau. Mes salutations et remerciements au début. Alors, Madame la surintendante, membres du conseil scolaire, les dignitaires de notre ville, Madame la directrice, merci de cet heureux événement qui, en réunissant diplômés, parents et enseignants, rappelle la véritable raison d'être de ces lieux où, sans nous, ces murs ne seraient qu'un assemblage sans âme de briques et de mortier. Merci à toi, Lisa, d'avoir créé ce qui sera pour moi un souvenir impérissable d'un grand pan de ma vie. Merci au comité qui a proposé ma candidature à la distinction dont je suis l'objet ici ce soir. Merci à vous tous ici présents, diplômés radieux, anciens élèves, parents et collègues. Je commence par une leçon, vu que ça a été ma vie. Bon, vous avez vu sur votre petite chose ici, votre programme, c'est bien écrit. Je vais vous faire une sorte de leçon, comme je faisais en classe, c'est-à-dire traduire du latin au français. Vous voyez là-dessus Palman, vous m'avez reconnu Palman, hein? Bon, c'est la palme, le qui vous le reconnaissez, mériter, vous le reconnaissez un petit peu, c'est comme le verbe mériter, vous avez raison, c'est ça, mais c'est au passé, ça veut dire en mériter. Il y a juste le dernier verbe que vous ne savez pas, mais ce soir, vous allez le savoir. Ça se traduit comme ceci. Donc, là, je retombe ma leçon.
que celui qui a mérité la palme le supporte. Bon, alors je suis né, comme on le dit, à Hansonville, dans le nord de l'Ontario. C'est un village qui vivait comme autrefois ici, de la pâte de papier. Donc vraiment, moi, c'était comme... vraiment, je me suis retrouvé dans une ville presque comme chez moi. Donc chez nous, c'était l'Abitibi Power and Paper. Mes parents destinaient leurs 4 enfants à des beurrés d'études. Et les beurrés, Sudbury, et pour moi, l'aîné, ce qui allait devenir la cerise sur ma beurrée, Hawkesbury. À l'école, j'étais perçu comme un personnage sérieux, déambulant dans les corridors, comme perdu dans mes pensées. Curieusement, pourtant, au hasard de mes rencontres avec d'anciens élèves, les commentaires qui reviennent sont « C'était le fun dans votre classe, c'est la pote, mais c'est sérieux! » Mais tellement drôle. Ou bien, moi, monsieur, votre cours, c'est le seul que je skippe pas le vendredi. Voilà comment mes élèves m'ont confirmé dans mon métier. Pour illustrer justement ce délicat dosage de légèreté et de sérieux qui semble avoir été ma marque, mais toujours sur un grand fond de respect, permettez-moi de rappeler la très brève anecdote suivante. Un jour, alors que mes élèves de 10e année défilaient en sortant de la classe, Charlotte, pour ne pas la nommer, et peut-être ne s'en souviendrait-elle pas, m'a, par taquinerie, pincé gentiment la joue en riant. J'imagine déjà, avec la paranoïa d'aujourd'hui, la une en grosses lettres de journal, attouchement d'un professeur par une élève. M'en suis-je plaint? Mais non. Puisque je vous en parle ici aujourd'hui, en touchant là, le lieu du crime. Cette joue si agréablement pincée. Avant de vous quitter, j'aimerais recréer un peu l'atmosphère de ma classe en vous récitant l'une des nombreuses femmes que je garde en mémoire et que j'aurais eu plaisir à réclamer également. Je la dédie donc, essayez ça, je la dédie donc à un ancien élève espiègle qui, me dit-on, m'imitait lorsque j'avais le dos tourné ou que j'étais sorti un moment. Ce soir, je veux un peu lui remettre la monnaie de sa pièce. Il s'y reconnaîtra sûrement puisqu'il y est question de cours et de temps. Je rappelle que Jean de La Fontaine adressait ses fables comme autant de leçons de morale au dauphin. Le dauphin, c'est-à-dire Louis XIV enfant, pour qui les animaux lui étaient familiers. C'est à travers les animaux que La Fontaine s'est moqué, comme Molière, des défauts de la société de son temps, comme de tous les temps, l'avarice, l'orgueil, en gros, les gros péchés capitaux. La fable suivante, à travers ces personnages, représente comment les gens puissants, aujourd'hui comme autrefois, ont toujours trouvé chez le plus faible la victime idéale pour se laver de leur propre faute. Un peu comme dans l'histoire des Panama Papers, qui font que nous payons de lourds impôts parce que des gens puissants ne paient pas les leurs. Vous reconnaîtrez ici dans la fable le lion tout-puissant, le renard flatteur, le loup en avocat impitoyable et l'âne, la victime sans défense. Voici donc les animaux malades de la peste. C'est le premier mot de cette affaire-là. Un mal qui répand la terreur, mal que le ciel, en sa fureur, inventa pour punir les crimes de la terre. La peste, puisqu'il faut l'appeler par son nom, capable d'enrichir en un jour l'Achéron, faisait aux animaux la guerre.
Ils ne mouraient pas tous, mais tous étaient frappés. On n'en voyait point d'occupés à rechercher le soutien d'une mourante vie. Nul mec n'excitait leur envie. Loup et renard n'épiaient plus l'innocente proie. Les tourterelles se fuyaient. Plus d'amour, partant, plus de joie. Le lion d'un conseil dit: mes chers amis, je crois que le ciel a voulu, pour nos péchés, cette infortune. Que le plus coupable d'entre nous se sacrifie au trait du céleste courroux. Peut-être obtiendra-t-il la guérison commune. L'histoire nous apprend qu'en de tels accidents, on fait parfois de tels dévouements. Ne nous flattons donc point et voyons l'état de notre conscience. Pour moi, pour satisfaire mes appétits gloutons, j'ai dévoré force moutons. J'ai quelquefois mangé le berger. Je me dévoue donc s'il le faut, mais je crois qu'il est bon que chacun s'accuse, ainsi que moi, et qu'en toute justice, le plus coupable périsse. Sire, dit le renard, vous êtes trop roi. Vos scrupules font voir trop de délicatesse. Manger mouton, canaille, sotte espèce, est-ce un péché? Non, non. Vous leur fîtes, Seigneur, en les croquant, beaucoup d'honneur. Quant au berger, il était digne de tous les maux étant de ces gens-là qui, sur les animaux, se font un chimérique empire. Ainsi parla le renard. On n'osa trop approfondir ni du tigre, ni de l'ours, ni des autres puissances, les moins pardonnables offenses. Tous les gens querelleurs, jusqu'au simple matin, étaient de petits saints. L'âne vint à son tour et dit: j'ai souvenance qu'en un pré de moines passant, j'ai tendu de ce pré la largeur de ma langue. Je n'en avais nul droit, puisqu'il faut parler net. À ces mots, on cria arrose sur le baudet. Un loup quelque peu clair trouva par sa rente qu'il fallait dévouer ce maudit animal, ce pelé, ce galut, d'où venait tout le mal. Sa peccadille fut jugée incapable. Manger l'herbe d'outrée, quel crime abominable! Rien que la mort pouvait expier son forfait. On le lui fit bien voir. La morale, selon que vous serez puissant, ô misérables, les jugements de cour vous rendront blanc ou noir. Sur une note de croix, dans la salle des baisses, tout ça. Chers amis, pour m'avoir laissé être ce que je fus, ce que je suis, ce que je serai, pour tout cela, je vous dis un majuscule merci. J'allais dire fin de la dictée.